Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis. Alors je devais avoir 8 ans et à l'époque j'adorais Lio, vous savez, la chanteuse de Banana Split. C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfant qui n'est qu'un amour de dessert. Et c'est le couple de photographes et décorateurs Pierre et Gilles qui avait réalisé la couverture de son disque. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais Lio apparaissait, vous savez, déguisé en soubrette, en vinyle, donc c'était extrêmement sexy et très kitsch à la fois. Et à l'époque, j'avais complètement, totalement adhéré à cet univers kitsch et sexy. Mais ben voilà, et c'est là le drame, c'est en 2017, eh bien j'ai découvert que en fait Pierre et Gilles, que j'idolâtrais, avaient tout volé à notre photographe. Ce photographe, eh bien, c'est James Alan Bidgood. Je l'ai découvert au cours d'une exposition pour laquelle j'assistais au vernissage à la galerie Mathias Coulot dans le 3e arrondissement de Paris. Et donc, je me suis dit que il était temps que je consacre une vidéo à ce grand précurseur de la photo. Qui est James Alan Bidgood? Alors, c'est un photographe, un cinéaste, un styliste, un décorateur, un scénariste, un costumier, un maquilleur, un peintre et probablement une foule d'autres choses encore que je n'ai pas découvertes, que je n'ai pas vues parce que il y a extrêmement peu de textes sur cet auteur et c'est tragique. Alors, James Alan Bidgood, c'est un monsieur qui est né en 1933 à Stoughton, dans le Wisconsin, aux États-Unis. C'est une ville qui actuellement comporte 13 000 habitants. Donc j'imagine que dans les années 30, il y en avait encore moins. James Bidgood, c'est un garçon qui naît dans les années 30, donc dans une Amérique hyper conservatrice, très enfermée, dans une façon de voir le couple, une façon de voir les normes sexuelles, etc., etc. Mais James Alan Bidgood, c'est un garçon qui est homosexuel, c'est un gay, et donc il est très influencé rapidement par l'émergence de la culture pop américaine. Et il quitte à adolescent sa ville natale après des problèmes avec ses parents, et donc il va s'installer à New York. À New York, il s'inscrit à la Parsons School of Design, et c'est là qu'il va se former au design de la mode et à la scénographie. Il explore aussi la photographie, mais il le fait de manière parfaitement autodidacte, en essayant et en se trompant énormément, mais c'est comme ça qu'il va progresser. Rapidement, il quitte son école après avoir obtenu son diplôme et il commence, pour gagner sa vie, à travailler comme costumier et scénographe dans le milieu transformiste underground. Alors, le milieu transformiste, en fait, c'est celui qu'on appellerait le milieu des drag queens aujourd'hui, si vous préférez. Et c'est là qu'il va affiner son sens du spectacle, qu'il va construire son univers, qu'il va commencer à voir l'importance des détails, l'importance des couleurs, les réponses des matières entre elles. Des éléments hyper importants, des éléments centraux vont apparaître dans son œuvre, à la fois photographique et cinématographique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'a pas de moyens, c'est un garçon pauvre, donc il travaille dans des espaces très exigus, il a des moyens limités, donc il va commencer à apprendre à construire des décors, des costumes somptueux et extravagants à partir de matériaux de récupération, des anciens vêtements utilisés par les transformistes dans leur spectacle qu'il va transformer, améliorer. Et puis qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas d'argent, donc il transforme son propre appartement en studio de photographie. Donc il va vivre quasiment toute sa vie au milieu de son travail, au milieu de ses sources de lumière et avec ses fils, ses câbles et ses décors. Ses premières photos, ce sont des autoportraits, des études sur le corps masculin, mais sur son propre corps. Et c'est là qu'il va expérimenter la lumière, les angles, les décors, les couleurs, les univers. Au fur et à mesure que Bidgood travaille tout seul dans son coin, il va développer son art. Il va commencer à intégrer des éléments qui sont extrêmement kitsch. Ce kitsch sublimé, baroque, de la lumière, des couleurs, etc., va donner quelque chose d'unique et de très novateur en réalité. Il va intégrer les éléments qu'il aime, c'est-à-dire les contes de fées, les scènes mythologiques, les histoires de cow-boys, tout ça. Il va utiliser des filtres colorés, des éclairages dramatiques, des décors qu'il construit, et tout cela va concourir à créer un univers unique. Un univers unique qui va inspirer des générations de photographes. Parce que chaque photo, c'est le résultat de semaines, parfois de mois de préparation. James Bidgood crée lui-même les costumes, les accessoires, les décors, les couleurs, les peintures, il maquille, il coiffe, il fait tout.
Son monde est peuplé de jeunes hommes idéalisés, souvent représentés comme des figures héroïques, mythologiques, qui incarnent à la fois la beauté, le désir, la poésie, dans un univers où le temps paraît toujours suspendu. Mais son œuvre la plus célèbre, et peut-être en avez-vous entendu parler, en tout cas je l'espère, c'est un film. Ce film s'appelle Pink Narcissus. Alors c'est un film qui est sorti en 1971. Et il est considéré par beaucoup de directeurs de la photographie, par beaucoup de grands photographes de mode, comme un des chefs-d'œuvre du cinéma, même si c'est un film underground. Il a mis 7 ans à réaliser ce film. Il l'a fait dans son propre appartement, avec rien. Quand vous regardez le film, vous voyez que beaucoup de choses sont liées à de la récupération qu'il a fait dans les poubelles ou dans les arrière-salles des cabarets dans lesquels il travaillait. Et c'est une méditation visuelle magnifique sur la beauté, sur le désir, sur l'érotisme masculin. Pink Narcissus, c'est quoi? C'est au départ, c'est juste l'histoire d'un jeune prostitué, alors qui est joué par l'acteur Bobby Kendall, qui raconte le rêve éveillé d'un monde à la fois sensuel, de désir, de luxure, qui est très coloré, très animé, très poétique. Bitgood, il a non seulement réalisé ce film, mais il a conçu tous les aspects visuels, les costumes, les décors, le maquillage, l'éclairage, la photographie. Il a tourné les scènes, il a monté le film, enfin, il a tout fait, quoi. Il est le père absolu de ce film magnifique. Et c'est ce contrôle total qui lui a permis de donner vie à une vision artistique sans compromis, qu'il est le seul à avoir eu à l'époque. Et je vous dis qu'il y a eu une influence majeure sur des tas de gens après, dont moi-même. Et pourtant, ce film, à l'époque où il est sorti, d'abord, il a été extrêmement mal reçu par la critique. D'abord parce que James Bitgood n'avait pas signé son film, il avait présenté de manière anonyme, il n'avait pas revendiqué la paternité de ce travail, alors que je vous ai dit, ce film a réclamé 7 ans de sa vie, mais surtout aussi parce qu'il parle d'homosexualité, il parle de désir masculin, il parle de tout ce que dans les années 70, ce qu'il était très difficile de dire, de montrer, d'expliquer, etc. Et c'est aussi pour cette raison que ce film a eu un retentissement aussi grand dans la communauté LGBT, pour une raison simple. C'est parce que c'était le premier film réalisé par un réalisateur qui amenait à la fois une vision moderne, modernisée du corps de l'homme et du désir masculin et du désir homosexuel, premièrement. Et puis deuxièmement, c'était aussi une époque où sa vision, son regard, il n'était pas du tout à la mode. Et donc, son film, il est extrêmement avant-gardiste. Il va influencer tout le monde. Il est très clair que des photographes comme David Lachapelle, comme Pierre et Gilles, dont j'ai parlé tout à l'heure, évidemment, comme d'autres photographes comme Che Coledman, Jean-Paul Goude, Pierre Molinier, Jean-Daniel Cadino et une foule d'autres gens ont été influencés de façon majeure par le travail de James Bitgood. Le travail de ce photographe a joué un rôle clé, un rôle crucial dans l'évolution de la représentation gay dans l'art. Parce qu'à une époque où la visibilité des personnes homosexuelles était extrêmement limitée, le travail de James Bitgood, il offrait à la fois une vision positive, une vision très fraîche, très gaie, très heureuse de l'amour entre les hommes. Il contribuait ainsi à changer les perceptions du grand public et à ouvrir de nouvelles perspectives dans le monde de l'art. Pourtant, malgré son talent évident, son génie, James était seul, il n'était absolument pas soutenu par les institutions, il n'y avait aucune reconnaissance de son travail, il avait des difficultés financières, peu de moyens, et tout cela a freiné son travail. Ça l'a obligé à travailler dans des conditions extrêmement précaires. Quand on lit un petit peu tout ce qui peut être dit sur lui, on se rend compte qu'il vivait dans une espèce de petit appartement, une vingtaine de mètres carrés dans l'Est Brooklyn, c'est-à-dire dans une zone où vraiment les pauvres habitaient. Il a fallu attendre le début des années 2000, enfin le milieu des années 90, après des années de misère et de souffrance, pour que James Bitgood commence à recevoir enfin la reconnaissance qu'il méritait. Notamment, c'est la redécouverte de son film, de Pink Narcissus, au milieu des années 2000. James Bitgood est enfin reconnu comme un des plus grands artistes des années 50, 60, 70. Il a continué à travailler pendant presque 50 ans. Évidemment, aujourd'hui, à l'heure où vous connaissez tous le travail de Pierre et Gilles, de David Lachapelle, etc., vous dites oui, il n'a rien inventé, mais non, parce que
James Whitgood, c'est avant David Lachapelle, avant Pierre et Gilles, avant Che Coledman, avant tous ces gens-là. Il crée des images, son univers, il le fait seul. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, en réalité, quand on cherche quelles sont les racines de son inspiration, c'est très difficile à trouver. Bon, les racines de son inspiration, évidemment, on va les trouver dans le Quattrocento italien, dans la représentation du corps masculin dans l'époque classique, mais le rajout de tous ces éléments kitsch, rococo, baroque, son choix de couleurs, son choix d'angle, son choix de mise en situation, eh bien, c'est extrêmement novateur et c'est l'inventeur de tout ce qui vient après. C'est curieux que le public connaisse aussi peu ce photographe parce que, comme je vous le dis, hein, non seulement il a influencé des générations de photographes, mais il continue à le faire. Si vous aimez ce que fait Lindsay Adler, par exemple, eh bien Lindsay Adler, elle est très influencée par James Whitgood. Voilà, j'espère que j'ai su rendre hommage, même si c'était rapide, à cet artiste total, hein, qui était à la fois concepteur, styliste, peintre, sculpteur, photographe, décorateur, réalisateur, maquilleur, coiffeur, enfin, tout ce que vous voudrez, puisqu'il faisait tout. Rien dans ce qu'il faisait n'était fait par quelqu'un d'autre. Nothing I ever do is, well, it may be fun. We may have a laugh now and then, but it's always work. I'm a monster. I ain't easy. He's just, God, he's incredible. Oh boy. Eh bien, voilà, j'espère que je lui ai rendu hommage parce qu'il joue encore un rôle dans l'art, dans la mode, dans la publicité, dans tout ce qu'on voudra. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me donner votre avis, à interagir avec moi parce que je fais des vidéos. Vous savez, je fais pas des vidéos pour gagner de l'argent, hein. C'est pas ce qui m'intéresse. Je fais des vidéos pour essayer d'échanger, de dialoguer avec vous. Parlez-moi, s'il vous plaît, parlez-moi. Ne me laissez pas toute seule dans mon grand studio. Les amis, on se retrouve bientôt. En attendant, soyez heureux, faites des photos.